Je suis à Zurich avec maître Philippe Crouzet. Je suis très heureux qu'on puisse échanger, que vous preniez le temps à répondre à mes questions. Mais tout d'abord, j'aimerais vous féliciter parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bon, Bon merci anniversaire. beaucoup pour... oui, merci. Pour... Je viens de l'apprendre. Il nous a caché ça toute la journée parce qu'on a déjà fait une interview en allemand et en anglais. Donc, j'ai bien travaillé presque 3 heures. Et dans la pause, il a reçu beaucoup de messages. Et puis là, j'ai appris par hasard que c'est votre anniversaire. Donc, merci de prendre le temps aujourd'hui à votre anniversaire. Merci beaucoup pour l'invitation, pour cette interview. Grand honneur. Plaisir et merci à vous. Première question. Vous représentez 5 personnes qui ont... 6, oui. dont une personne n'est plus vivante, elle est décédée. C'était une fille de 20 ans dont les parents ont vous demandé de porter plainte par rapport à sa situation et les effets secondaires gravissimes qui ont fini avec son décès, et 5 personnes qui ont également souffert des effets secondaires graves après les injections pour le SARS-CoV-2. Vous en êtes où avec ces situations? Cette plainte pénale, on l'a soumise en juillet, mois de juillet de l'année passée, 2022. Et puis, c'est une plainte pénale qu'on a portée, comme vous l'avez dit, pour 6 personnes sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'était surtout contre l'organisation, contre Swissmedic, qui l'autorité suprême en Suisse pour la sécurité des produits médicaux. Donc, alors, pour les autorisations, c'est cette organisation qui est responsable, cette autorité qui est responsable pour la sécurité de ces produits. Alors, nos reproches étaient que Swissmedic n'a pas utilisé les propres... n'a pas... hat nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen, n'a pas appliqué les règles. Alors, voilà. Alors, et les reproches sont que Swissmedic n'a pas appliqué les règles de la loi qui sont nécessaires, qui sont la précondition pour autoriser ces substances COVID-19 sur cette base très spéciale ARN. So in English it's mRNA based. C'est une technologie nouvelle, et alors notre reproche principal est que Swissmedic n'a pas appliqué les règles mandatoires qui sont appliquées basées sur la loi médicale. Les conditions étaient d'abord que, naturellement, cette substance soit efficace, que ces substances soient sûres, et tout d'abord aussi qu'il soit utilisé, que cette autorisation est possible seulement pour les groupes de population qui sont vraiment en danger d'un danger mortel de ce virus, ou bien d'un danger très grave avec un effet invalidisant. Voilà. Alors, ces préconditions ne sont pas présents ni au mois de décembre 2020, c'était la première date de l'autorisation, ni aujourd'hui, et toujours ces autorisations sont valables, valides. Les 2 autres reproches qu'on a aussi bien prouvés, c'est numéro 1, Swissmedic n'a pas organisé un propre système de pharmacovigilance
pour bien observer et bien enregistrer les effets secondaires. Ça veut dire que la plupart des médecins ne fait pas des notifications. Même ils ne se rendent pas compte, tout d'abord, qu'il s'agisse de ces symptômes, qu'il peut s'agir des effets secondaires. C'est ce qu'on entend de nos clients qui viennent après 2 ans de souffrance, et après avoir vu des médecins, une vingtaine, même plus de médecins, 50 médecins, et ils nous disent, tous les médecins me disent la même chose. Ça peut être, on ne peut pas vous dire ce que c'est, la raison, mais une chose, elle est certes, c'est pas le vaccin. C'est pas le vaccin. Alors, si déjà le médecin ne peut pas analyser, puis pas voir la cause de ces effets secondaires dans le contexte, il même exclut les vaccins comme raison. Comment peuvent-ils faire une notification à Swissmedic? Alors ça, c'est le deuxième reproche. Swissmedic n'a pas établi un système valide qui peut servir comme base pour Swissmedic et la population de bien se rendre compte de la magnitude de la insécurité. Et troisièmement, le reproche de la désinformation. On a beaucoup de preuves que Swissmedic n'a pas joué avec des cartes correctes dans le moment où Swissmedic a pour la première fois donné cette autorisation. Mais jusqu'à aujourd'hui aussi, si on regarde par exemple le Q&A, demande et réponse homepage Swissmedic, la question: est-ce que vous avez vu des effets secondaires graves? La réponse est non, jusqu'à maintenant on ne les a pas encore vus. Ou bien avec la première autorisation, Pfizer au mois de décembre, sur la homepage de Swissmedic, ils disent que la Suisse est le premier pays à prouver une substance COVID-19 vaccin dans une procédure ordinaire. Ça, c'est disinformation, et c'est toujours aujourd'hui sur la homepage. Ça, c'est une désinformation absolument grave, inacceptable, et qui est la base aussi, qui a été la base pour beaucoup de gens dans le domaine public à se référer et pour dire: bon, on a une procédure d'admission ordinaire, qu'est-ce que vous voulez? Swissmedic a fait un travail très, très thorough examination, et puis voilà. Alors, ce sont nos trois reproches. C'est la procédure contre Swissmedic qui est la racine, la raison aussi pour le reste de la Suisse, pour le reste de la Suisse publique officielle, de baser cette campagne de la vaccination jusqu'aujourd'hui. Et on demande aux autorités de faire un stop immédiat aux autorisations, parce que toujours beaucoup de gens se font vacciner. Voilà. Ça, c'est la première partie, là, c'est la section principale, mais aussi pour ces 6 victimes, on a aussi intégré dans cette porte pénale, grande porte pénale à 300 pages, on a intégré aussi des portes pénales individuelles contre les médecins, les docteurs qui ont fait ce traitement d'injection sans avoir informé suffisamment nos clients. C'était tous des cas dans les centres vaccination qui sont des usines de fabrication d'injections
les gens n'ont aucune chance d'être bien informés, de recevoir ce qu'on dit informed consent. Ils ne se rendent pas compte des long-term effects, des effets long terme, effets secondaires long terme. Ils ne sont pas informés des effets graves qui se sont déjà bien montrés dans toutes les statistiques. Voilà. Alors, ce sont ces deux niveaux intégrés dans le même dossier, dans le même document de notre porte pénale, et où on est maintenant, alors on peut dire pour les 6 individus, on a au moins maintenant une comment dire, Zuständigkeit, oui, on sait déjà quelles autorités s'occupent de ces 6 cas individuels, dans quel canton, et le procurateur a commencé, voilà, à examiner le cas sur le niveau individuel contre les médecins. Voilà, ça on déjà, et on était déjà la semaine passée à Berne pour un premier victime, un premier de ces 6 cas pour une Vernahme, voilà, interrogation, pour une interrogation avec le procurateur il a interrogé la victime. C'était les parents dans ce cas-là, il a vu des... Le victime. C'était par rapport à la fille qui est décédée Non, ou non, c'était non, l'autre cas? c'était par rapport à un victime qui a été vacciné dans un centre de vaccination. Et le victime a très clairement dit: «Alors, je me fais vacciner parce que tout le monde me l'a dit de le faire, tous les journaux me l'ont dit de le faire, et aussi à la télé, chaque fois où on a regardé la télé, on a été motivé de se faire vacciner.» Et la demande était: «Alors, est-ce que au cours de votre enregistration pour vous faire un vaccin, est-ce qu'on vous a informé sur ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on vous a dit?» Bon, non, on ne m'a rien dit. Je n'ai pas su qu'il s'agissait d'une substance nouvelle, d'une substance expérimentale, d'une substance de laquelle on ne sait pas les doses qui sont finalement appliquées dans mon corps. On ne m'a rien dit qu'il n'y a jamais eu des statistiques avec des effets secondaires tellement graves, tellement endurants, qu'avec cette substance-là. Voilà, et tout ça, alors on m'a rien dit, et je n'ai rien dû signer non plus qui a contenu cette information. La même chose aussi dans le centre vaccination. Et une question était aussi: combien de temps s'est passé entre the welcome greeting handshake, le moment où vous avez salué le médecin, jusqu'au moment où vous êtes parti, entre 5 et 10 minutes. Voilà. Alors ça, c'est un premier pas très concret qui nous montre que le procurateur, pour le premier cas, a bien compris que le cas est sérieux, mais on n'a pas encore une démarche officielle de n'importe quel pas. Voilà. Et je devrais dire aussi, on n'est pas attent d'une manière passive de ce qui se passe, mais puisque depuis le mois de juillet, beaucoup s'est passé, on a beaucoup d'évidence de plus, beaucoup plus de statistiques, des études, des épreuves en ce qui concerne la non-efficacité et non-safety. Alors,
ce qu'on a fait maintenant, on est en train de terminer, c'est de faire une version actualisée, augmentée de tous Une mise à nos jour. voilà, mise à jour, voilà, de notre rapport évidence, qui maintenant alors on a soumis un rapport évidence, de 300 pages au mois de juillet. Maintenant on arrivera probablement à 450 et on le met dans une procédure, de, hem, supervision, peer review, dans un groupe de à peu près 10, douzaine, de des gens scientifiques et des experts, avant qu'on le, envoie Des au procurateur. scientifiques dans le domaine juridique ou... Non, ce sont des séances dans le domaine, dans le domaine des vaccins. Oui, oui. Alors, est-ce que vous savez par hasard s'il y a des confrères qui font déjà le même travail comme vous, qui représentent des gens avec des effets secondaires après la vaccination, ou vous êtes le seul pour le moment? Alors, en ce qui concerne, cette, porte, pénale, complainte pénale, je ne sais pas s'il y a encore, autres confrères ou bien d'autres, citoyens qui ont déjà porté une porte pénale contre Swissmedic. Je pense que oui, il y a, un individu qui est bien connu maintenant en Suisse, monsieur Pascal Nadjadi, qui a fait une porte pénale contre, le président de la Suisse, Alain Berset, dans un contexte un peu différent. Alors, je pense qu'il y a aussi d'autres individus, ou même peut-être avec des avocats, avec l'aide d'un avocat qui ont fait une plainte similaire. Peut-être ils ont fait une version copiée, contre Parce Swissmedic. que le dossier, il est accessible publiquement, n'est-ce Il est pas? accessible publiquement, il est, sur une homepage. On l'a publié le 14 novembre l'année passée, 2022. Le texte de 300 pages, c'est énormément de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner juste une idée par rapport à la charge de travail? Ça représente à peu près combien d'heures de travail? 300 pages? Ces 300 pages, ça c'est la, complainte pénale. Alors, la partie juridique, eh bien, la partie des faits, de l'évidence, ça c'est aussi 300 pages. Alors tout ensemble 600 pages. J'ai bien compris que vous avez employé 2 Oui, personnes pour pouvoir oui, faire ce travail oui, qui est oui, énorme. oui, tout à fait. Alors, au mois de décembre, 2021, Heu, j'avais déjà commencé de faire ça, en octobre, en novembre et je réalisais c'est pas possible. J'arriverai à n'importe où, si je continue de le faire moi seul. Alors je fais connaissance, d'un avocat, spécialisé dans la matière du droit pénal, Markus Zollinger, docteur Markus Zollinger et il était, un peu à la recherche, d'une nouvelle bonne situation. Alors je lui dis: «Alors Marcus, qu'est-ce que tu penses, hein? J'ai un grand projet». Voilà, alors il est entré, dans mon cabinet et puis après aussi, j'ai fait connaissance, d'un, scientiste, d'un non pas scientiste, expert, dans la matière, pharmaceutique, pharmacologie, non, pharmaceutique. Alors, des matières, des médicaments, je peux dire, avec une expérience de 10 ans. Alors, elle aussi, elle était intéressée, voilà. Alors, j'ai Donc c'est un travail interdisciplinaire. travail, interdisciplinaire et je dois dire aussi qu'on a, reçu de l'aide substantielle, vraiment substantielle, des groupes, des experts, des professeurs dans tout le monde Tout le monde qui entier, ouais. ouais, du monde entier, voilà, du monde entier, hem, avec lesquels on était déjà en contact, depuis des mois ou bien avec lesquels on a pu établir le contact. Alors c'est un résultat. C'est eux qui ont vous, sollicité? Ou c'est vous qui les a cherchés? C'est eux qui sont venus vers vous? Alors, je dirais qu'à peu près, la moitié, je les connais déjà, moi, et puis une autre moitié était, dans les contacts, de mon expert, que
que j'avais employés dans le réseau Doctors for Covid Ethics, dans le réseau 7 Argumente. C'est un groupe des experts et professeurs en Allemagne qui ont fait un très grand travail substantiel. Puis après, on a pu se baser tout au début aussi sur les travaux formidables de l'avocat Renate Holzeisen, qui a fait un travail vraiment extraordinaire en cette matière déjà à l'année 2021. Voilà. Alors, c'était le résultat d'un grand teamwork et des débuts, c'était clair qu'on allait publier notre travail aussi pour le bénéfice de tous les autres, pour tout le monde. Et Donc, d'autres avocats qui sont sollicités maintenant pour des gens qui souffrent des effets secondaires peuvent alors oui, accéder au travail que vous avez fait, absolument, peuvent oui. prendre des éléments et construire de nouveaux Oui. plaintes. Oui, absolument. Et naturellement, on va publier aussi la version mise à jour, sitôt possible. Voilà. Votre question, vous avez demandé s'il y a aussi d'autres avocats qui représentent des victimes. Alors, dans la matière du droit pénal, ça je ne le sais pas, mais je suis sûr qu'il y a d'autres avocats qui représentent des victimes dans les procédures de la compensation des dommages. C'est une procédure de compensation civile ou bien compensation du droit public. Je pense qu'absolument, il y a d'autres avocats. Je ne les connais pas encore. Je pense dans le groupe des juristes et des avocats très grands du virus des libertés. Il y a certainement des avocats dans la Romandie qui font ce travail. Oui, je suis sûr. Parlons un peu des responsabilités. Donc, vous avez très bien exposé la plainte que vous avez effectuée, c'est-à-dire contre Sysmedic et aussi contre le médecin. Maintenant, parlons un peu de médecins qui ont effectué les gestes, qui ont injecté ce produit. Alors, quelle est la responsabilité d'un médecin qui injecte un produit en phase expérimentale? Oui. Alors, la responsabilité est considérable. Ce médecin, cette personne doit garantir que la personne qui se fait injecter ces substances reçoit ou soit informée sur tous les aspects qui sont nécessaires pour se former une opinion que, sur la question, que si cette injection soit vraiment nécessaire, qu'elle soit utile, qu'elle ait un effet qui est déclaré vraiment, que cet effet déclaré est vraiment soit vraiment réalisé, c'est-à-dire Schutzwirkung, l'effet de la protection contre Covid-19. Et quoi efficace. Et voilà, qu'il soit efficace. Et troisièmement, naturellement, qu'il soit sûr. Sicher, hein? Sûr, tout à Safe. fait. Oui. Que ça soit Pas sûr. voilà, pas les effets secondaires. Voilà. Voilà, c'est ces trois. Voilà. Et en plus, s'il s'agit de médicaments nouveaux, il faut toujours, comme docteur, prendre en considération et bien observer toutes les informations qui sont visibles dans le domaine public, dans les registres publics. Donc, le monde médical doit investir pour se mettre à jour. Oui, oui, parce qu'un médecin, normalement, devrait bien, aurait dû comprendre que ces substances n'ont pas eu autorisé dans une procédure normale. Et jamais, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, mais jusqu'au mois de décembre 2020, on n'a pas eu des études, des expériments avec des humains comme c'est normalement la précondition pour une autorisation. On ne l'a pas eu. Ni des expériments court terme, moyen terme, long terme. Et on a eu simplement rien. Et
ça veut dire on a Swissmedic a produit une autorisation sur l'espoir que dans une période de 2 ans à suivre, les producteurs vont produire, alors les Hersteller vont Les fabricants, les fabricants vont produire ces études comme preuve que l'efficacité et la safety, la soient sécurité. sécurité soient vraiment prouvées. Voilà. Et cet espoir, voilà. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous rend si sûr que Swissmedic avait l'espoir, hein? Donc, y a-t-il pas les données nécessaires déjà obligatoires, hein, pour une mise au marché? Oui, correcte question. Alors, ils ont appliqué une procédure spéciale qui, dans leurs yeux, permettait de faire une exception du cours normal. Et cette procédure, c'est l'article 9a dans notre Heilmittelgesetz que La loi des médicaments, oui, des la produits loi des thérapeutiques, ouais. voilà, produits thérapeutiques 9a qui définit les conditions pour une autorisation à durée limitée de 2 ans. Et la première précondition, c'est que cette substance peut être autorisée seulement pour un groupe des gens qui est sous la menace d'un virus avec un effet lebensbedrohlich. Ouais, vital, potentiellement à Poten- risque vital ou à euh, désastreux, ouais. Voilà, menaçant la vie. Ou bien avec un effet qui peut invalidiser les gens. Alors, ça veut dire d'abord, il faut regarder, OK, alors, dans toute cette population, où est la groupe risque qui est vraiment dans cet âge, le groupe d'âge. Et là, déjà, si on regarde toutes les statistiques, c'est difficile à trouver un groupe qui est vraiment dans ce. Voilà. Et ça, c'est la première précondition. Deuxièmement aussi, très prominent, il doit être clair qu'on n'a pas une alternative qui soit à disposition déjà pour combattre le même problème. Voilà. Alors avec ces 2 préconditions, déjà, on n'aurait jamais pu autoriser ces substances, parce que d'abord, vous savez, on dit toujours, oui, le groupe le plus âgé est clairement une risicogroupe, mais C'est-à-dire, la loi pour les produits thérapeutiques définit qu'une autorisation exceptionnelle peut donner pour des personnes à risque. Pourtant, les injections pour le SARS-CoV étaient appliquées pour toute la population, même oui, tout à fait. pour les enfants. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y Oui, a déjà un conflit. oui, absolument, c'est un conflit, absolument. Et c'est pour cela qu'on est tellement empört und besorgt. On est absolument oui, Ouais. inquiété et pas du tout content du fait que depuis mois de juin, je crois, juin et puis après décembre 2021, ces substances sont aussi autorisées pour les enfants. Oui. Alors, c'est pas du tout dans le cadre de cet article 9a. De Voilà. loi pour le produit Voilà. thérapeutique. Alors ça, déjà, c'est absolument clair. Et un docteur médecin qui prend sa profession au sérieux doit bien se rendre compte que ces substances n'ont pas une autorisation normale. C'est une autorisation extraordinaire dont les préconditions pour garantir ou pour les autorités ne sont pas là. Alors, qu'est-ce que vous direz à un pédiatre qui vaccine les enfants contre le SARS-CoV-2?
il est un criminel. Sans hésitance. Il n'y a pas, d'abord, on n'a pas une raison pour pour donner une autorisation pour ces substances avec un effet pour les enfants, premièrement. Deuxièmement, le pédiatre est aussi sur l'obligation de vraiment faire un assessment, de bien faire Une évaluation. évaluation pour chaque cas individuel si cette vaccination est vraiment nécessaire. Maintenant, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a pas un seul cas où il est vraiment prouvé que Covid-19 a été la cause principale pour un mort. Oui, on a 4 cas, à mon avis, maintenant, depuis le début de l'année 20, 4 cas qui sont décédés, enfants, avec un PCR positif. Oui, mais à ma connaissance, on n'a pas fait une autopsie qui a... Non, tout à fait. Voilà. Ceci ne veut pas du tout Alors, dire que c'est les enfants absolument sont morts clair, du oui. Covid. Hein, Les enfants ne sont pas sous ce menace d'un danger substantiel du Covid-19. Alors, recommander à aux enfants, de leur faire vacciner, ça constitue déjà une violation du devoir Aufklärungspflicht, L'obligation à de donner bien, des informations, de bien informer. le devoir à l'information, ouais. Oui, le devoir à l'information, de donner l'information qui soit nécessaire, parce que la première part principale, ça sera de dire aux parents, alors, vous ne pouvez rien gagner, votre enfant peut rien gagner avec ce vaccin, parce que votre enfant est déjà protégé contre Covid-19. Le bénéfice Le risque bénéfice, est oui. tellement déséquilibré. Il n'y a pas une option pour un bénéfice positif, il n'y a que le risque qui est associé avec le vaccin. D'accord. Alors, changeons un peu les cas de figure. Imaginons, nous sommes dans un cabinet de médecins généralistes qui voit un patient à 40 ans et qui souhaite se renseigner par rapport à la vaccination pour le SARS-CoV-2. Et puis, le médecin dit simplement: «Écoutez, moi, je ne le fais pas, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Allez-y dans un centre de vaccination». Imaginons cette personne de 40 ans développe par la suite effectivement des effets secondaires. Quelle est la responsabilité du généraliste qui est orienté la personne de 40 ans dans un centre de vaccination et par la suite avec des effets secondaires graves? Alors, c'est comme un peu dans un examen à l'université. J'essaie de répondre, de faire mon mieux répondre, et en plus, c'est en français. Hein. Alors, et si je donne une réponse fausse, ça va à la prison. Ok, pas de problème pour moi. Oui, c'est toujours comme ça. Hein. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ce médecin, qu'est-ce qu'il sait déjà? Il sait que dans ces centres de vaccination, ce ne sont pas des centres d'information. Ce sont des centres d'injection. Voilà. C'est une machinerie d'injection À la chaîne. une chaîne de masse, voilà, de production, sans qu'une seule information relevante soit transmise. Informed consent, Un consentement éclairé. un consentement éclairé, c'est une illusion. Et ça, c'est le médecin, il le sait. Alors, s'il donne un conseil d'une telle manière à son client d'aller, il lui met dans le danger, dans le risque qu'il se fait vacciner sans savoir sans savoir rien sur les conséquences. Alors, s'il y a des conséquences négatives, oui, absolument. Si un client viendra chez moi, absolument. J'ai 2 points d'attaque pour les plaintes de compensation.
le docteur Hausarzt, le docteur principal, et aussi le chef de ce centre vaccinal. Donc, il faut être bien prudent ce qu'on dit et comment on oriente quelqu'un. C'est-à-dire, il y a une responsabilité qui reste sur le plan médecin traitant. Ouais. C'est-à-dire, si le médecin traitant ne fait pas, ça correspond à un fahrlässiges Verhalten. Oh non, c'est moi qui ai un problème avec le français. Un comportement... Oui, pas utilisant fahrlässig. Oui, fahrlässig. Ouais, C'est- on va trouver le mot, on va mettre un sous-titre. Oui. Mais c'est une interprétation juste que ça serait un comportement fahrlässig. Je dirais que c'est même mieux, même plus que seulement fahrlässig. Si on met quelqu'un dans un risque, oui, fahrlässig, c'est le moins, das Minimum. Je dirais, das ist fast schon Vorsatz. Bewusste Fahrlässigkeit. C'est une intention, une certaine intention. Vu Si toutes on- les informations qui existent aujourd'hui, ouais. Oui, on sait que dans ces centres vaccinaux, on ne reçoit pas les informations nécessaires. Et si le médecin donne à son client l'information, vas-y, il le met dans le risque, nécessairement. Oui. Prenez un autre cas de figure, c'est encore une question dans un cadre d'examination universitaire. Alors, si le médecin, il a fait bien son travail et il est consciencieux et il est, écoutez, même si c'est une personne âgée, disons, c'est quelqu'un de 85 ans qui vient, qui dit, docteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me faire vacciner contre le Covid, je suis une personne âgée. Qu'est-ce que vous trouvez que c'est utile? Et le médecin dit, bon, écoutez, j'ai bien regardé les informations qui existent, mais moi, je ne peux pas vous recommander parce que je ne sais rien par rapport aux effets secondaires potentiels de longue durée. Donc, moi, je ne peux pas vous conseiller parce que je ne sais pas suffisamment ce qui va se passer peut-être dans 1 année, 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'il fait juste en ce moment-là? Oui, absolument. Absolument. Il devrait dire peut-être encore que même pour les personnes âgées, on a déjà maintenant beaucoup d'évidence que ces substances rendent le système d'immunisation plus faible. Et on voit aussi des cas où des effets secondaires très graves, où les gens meurent après quelques semaines, juste après. Alors, il faut vraiment dire la vérité. Il faut dire, à mon avis, c'est plus assez de dire on sait rien. Maître, il faut m'expliquer quelque chose. Comment, sur quelle base juridique alors les autorités cantonales peuvent mettre sous pression des médecins qui sont sceptiques par rapport à ces injections et le mettre non seulement sous pression, mais déclenche des procédures administratives contre les médecins qui ne recommandent pas ces injections. Pourtant, vous venez me confirmer qu'il fait correctement son travail parce qu'il est consciencieux. Alors, la base sur laquelle eux, ils se posent, base, n'existe pas en Suisse. Peut-être ils vont se baser sur la logique d'une emergency extreme, d'un cas d'urgence absolument extrême, qui est la logique en Amérique, toujours aujourd'hui, parce qu'en Amérique, cette situation Covid-19 est considérée par le militaire comme menace militaire. Et ce qui rend la justification pour le militaire de définir la réponse. La réponse de défense, c'est une défense militaire.
Voilà, et tout ça, c'est la logique militaire. On a une attaque biologique militaire, alors il faut se défendre avec une substance que seulement le militaire a la capacité de développer, de définir et d'autoriser. Voilà, full stop. Ça, c'est peut-être la logique des autorités. Ici en Suisse, on n'a pas cette logique militaire, on n'a pas du tout une situation sous laquelle on pourrait même justifier qu'on soit dans une situation menace si grave qu'il fallait ordonner, qu'il fallait donner un ordre aux gens. Voilà, ne pensez pas, ne vous informez pas, vous les médecins, informez pas les patients, faites seulement, mettez sûr que tous vos patients soient vaccinés, il faut le recommander. Ça n'existe pas. Tout au contraire, il faut respecter, même dans des situations comme ça, il faut respecter le principe du consentement Éclairé. Le consentement éclairé. éclairé. Oui, d'un consentement éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient doit être en possession de toutes les informations nécessaires pour que lui soit quand il soit dans la situation de librement faire la décision. Est-ce que ça pose pour moi un positif net bénéfice risque ou non? Et pour arriver à cette conclusion, il faut mettre sur la table tous les éléments qui sont à disposition aujourd'hui. Et un aspect, c'est que, il y a plusieurs aspects, naturellement, c'est que ces substances n'ont pas été autorisées d'une manière normale, ordinaire, qu'on n'a pas encore des preuves de l'efficacité. Et en ce qui concerne les vieux gens, là aussi, on a beaucoup d'évidence que même pour eux, les substances ont, comment dire, ont eu un effet négatif pour la santé. Et même pour eux, il y a des alternatives. Alors, si les autorités commencent à exercer une influence vers les docteurs et disent aux docteurs, il ne faut pas dire la vérité, il ne faut pas donner l'image complète aux vos clients. Il ne faut pas leur dire que ces substances ont été autorisées dans une procédure coupée, qu'ils n'ont pas de preuves d'efficacité et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'interaction entre le docteur et les patients avec l'effet que finalement, le patient n'a pas la possibilité d'abord de recevoir toutes les informations qui sont nécessaires et deuxièmement, sur la base de ces informations, exercer sa volonté-liberté. Et la volonté-liberté, ça, c'est un droit fondamental vers l'État, mais aussi vers les interactions individuelles dans le domaine privé et commercial. Et jamais peut-on se obliger dans un contrat, quel que ce soit, si on se trouve dans une situation d'erreur, si on se trouve dans une situation où on n'a pas les informations complètes pour faire une décision. Alors, pour le gouvernement, s'ils nous disent, les autorités, il ne faut pas dire aux patients telle ou telle information. Vorenthalten, comme Retenir. oui, en résultat, il provoque que le docteur va retenir des informations qui soient absolument rélevantes et qui, si le patient
soyez dans la situation d'avoir tout, le full picture. Et la liberté de faire la décision, sa réponse serait une autre. Sa réponse serait... Vous êtes très clair là-dessus. J'ai une question, maître. Maintenant, quelle est la situation, finalement, des sociétés médicales qui est très claire dans beaucoup de pays, ou clairement pro-vaccin, qui soutenaient les démarches des gouvernements que, voilà, non seulement les personnes âgées, mais toutes les tranches d'âge de la population doivent se faire vacciner jusqu'à un âge bas, c'est-à-dire les jeunes et les enfants. C'est-à-dire la prise de position des sociétés médicales est extrêmement délicate également. Oui. Alors, je ne connais pas les détails du raisonnement de ces organisations. Je peux m'imaginer qu'ils basent leur jugement sur un grand erreur qui est produit par cette illusion qu'il y a un grand menace qui est mesurée par les cas positifs PCR. Si on prend le nombre des cas positifs PCR comme seule mesure pour mesurer si on est dans une menace, oui ou non, on arrive n'importe où. Et ce n'est pas une méthode correcte pour mesurer la menace épidémiologique, ce que nous a dit même le fédéral, la Cour fédérale, Bundesgericht. Le tribunal. Tribunal fédéral, au mois de novembre Ouais. 2021, a fourni un jugement dans lequel ils ont dit, entre autres, Monsieur Kruse, c'est même allgemein notorisch, c'est absolument connu pour tout le monde que la méthode PCR ne peut pas fournir une preuve pour une maladie. Et pourquoi c'est important? Parce que sous la loi des épidémies, dans les premiers 3 articles, on voit absolument clair que toutes les mesures de l'État sont permises seulement si on a la preuve d'une transmission d'une maladie, et ce qui n'est pas le cas. Je comprends. C'est-à-dire la prise de position d'un groupement ou d'une société est finalement doit être basée sur une certaine hypothèse. Maintenant, si c'est un individu, imaginons, je suis président d'une société médicale et je suis invité quelque part à la télévision et il y a un grand public qui voit l'interview et je m'exprime d'une manière, mais absolument, il faut se faire vacciner. Mais tout le monde. Alors, les quelques effets secondaires, écoutez, bien sûr, ça arrive, mais c'est rien de grave. Oui. Oui. Comment vous interpréterez Alors, prenons un exemple très concret. Monsieur Professeur Christoph Berger, le président de la Kommission für Eidgenössische Kommission für Impffragen, commission fédérale pour les questions de vaccination. Il est bien connu. Et lui est un des experts, sinon le seul expert, qui devrait bien être au courant aux qualités et non-qualités de ces substances. Et même lui, il a plusieurs fois à la télé donné le conseil « Allez vous faire vacciner ». Alors là, sur le niveau du droit pénal, il y a cette logique que si quelqu'un crée un danger, et il est dans la position d'une certaine position avec laquelle il devra éliminer ce danger. Alors, quelqu'un comme le président de la Eidgenössische Kommission, il doit
absolument pas créer un risque qui est associé avec des vaccins. Si lui, il dit n'importe quel âge vous avez, n'importe quelle situation vous êtes, c'est toujours une bonne idée de vous faire vaccination, aller dans les centres vaccinaux et vous faire vacciner. Alors, ma interprétation personnelle, et je pense que c'est une interprétation absolument correcte, est qu'il a créé un danger dans une fonction officielle dans laquelle il devra faire le contraire. Alors, il est coupable. C'est-à-dire, Il avec est coupable de tous les dommages qui arrivent à la suite de tous les gens qui ont donné de la vertrauen, de la confiance. Oui. C'est-à-dire une telle prise de position publiquement peut mettre à risque des Oui. personnes qui seront finalement dans un qui rentrent en matière par rapport à une injection avec... Oui, absolument. C'est ça que aussi Pascal Nadjadi a bien souligné avec sa plainte pénale contre le président de la Suisse. C'était Alain Berset qui a dit au mois d'octobre 2021, avec le certificat, on peut montrer qu'on n'est pas infectieux. Okay? Et on sait que c'est absolument une illusion. Avec ce certificat, on ne peut rien dire. Et là, en plus, on pourrait se poser la question, est-ce que M. Berset, en recommandant ce certificat, a contribué à même augmenter le taux des infections, en donnant aux gens une illusion de sécurité. Ils ont dit « Oh, je vais aller dans les parties, je vais aller faire des activités sociales. Je ne peux pas sans le certificat, mais maintenant je peux le faire. » Et qu'en conséquence, il y aura eu des hotspots et tout ça. Oui, naturellement, il faut se demander ça. À mon avis, la situation est absolument claire. On a créé des faux croyances. Ah oui. C'est ça. Oui. On arrive doucement à la fin de l'entretien. J'aimerais très vite encore poser une dernière question. Il n'y a pas géographiquement trop loin, Genève. On est à Zurich, à peu de 300 km. On a l'OMS. Il y a des changements prévus au niveau de l'OMS avec un impact très important pour les pays dans le monde entier. Comment vous voyez le comportement et le rôle de l'OMS ces derniers 3 ans et comment vous voyez ce qui est prévu au niveau de l'OMS pour les années à venir? Oui. Alors, en ce qui concerne le passé, la théorie, au moins dans la théorie, l'OMS n'a pas eu la compétence de donner des recommandations mandatoires. Ils n'ont pas eu la capacité de donner des ordres. Mais c'est intéressant à noter que les États, sur le niveau national, ont pris les recommandations, même als wären es comme si c'était des ordres obligatoires. Donc ils ont suivi. Ils ont suivi, voilà, pour le lockdown, pour les masques, et surtout pour la méthode d'établir le niveau du risque épidémiologique. Ils ont tous appliqué une seule méthode, et c'était le PCR. Voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est la méthode appliquée, le gold standard, même en Suisse, qui, comme vous le savez, une loi Covid-19 qui va être en force jusqu'au mois de juin 2024. Voilà. Sur la base du jugement du test PCR. Voilà. Alors, ça veut dire que l'OMS, même formellement, cette organisation n'a pas la capacité de donner des ordres. C'est étonnant de voir que quand même,
les États ont pris les recommandations comme si c'était des autres. Alors, et cette situation que tous les gouvernements, tout le monde, au moins de les 1094 États membres, fassent tout ce que l'OMS va dire, ça doit être, et c'est prévu de le faire formellement aussi, le cas dans les International Health Regulations, ce sont les régulations internationales de la santé, je sais pas. Le règlement de la santé internationale. Oui, voilà. Alors, c'est un des deux instruments qui va être changé ou bien établi. L'autre instrument, c'est une New Pandemic Health Treaty ou New Pandemic Treaty. Mais parlant du premier, les régulations internationales, International Health Regulations de la santé, là, on a sur la table un nombre de propositions de change, de modifications qui, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est la version de 6 février, maintenant, qui donne une impression très claire de la direction de laquelle l'OMS veut aller. Numéro 1, ils veulent que les recommandations soient obligatoires. Numéro 2, ils veulent, c'est l'article 3, ils veulent que dans des phases d'une pandémie, il n'y aura plus de protection des droits fondamentaux et de Menschenwürde, La voilà, dignité de la l'humain. dignité de l'homme. Voilà. Alors, déjà, de soumettre une proposition telle proposition qui élimine la base pour la justification pour l'existence d'un État qui est la protection de ses membres, de l'État, la protection de ses citoyens, c'est extraordinaire. Alors, de toute manière, ça devrait, à mon avis, même choquer pas seulement les gens qui ont été choqués jusqu'à maintenant, qui ont s'est bien engagé pour les droits civils, les droits de l'homme dans les derniers 3 ans, mais ça devrait choquer tout le monde parce qu'on voit très clair, le but est d'avoir une situation comme en Chine. Ça sera plus relevant que les gens vont souffrir dans une situation de lockdown, qui ça vaut plus donner, voilà. Mhm. Je comprends. C'est extrêmement inquiétant, c'est-à-dire les pays qui font partie de l'OMS risquent qu'ils doivent obéir Ouais. à des ordres avec des mises en place sans pouvoir aller contre. C'est-à-dire les recommandations ne sont plus des recommandations, ce sont des obligations, ce sont des ordres qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire ça peut résulter dans une perte de liberté. L'état de droit va être moins existant et c'est une perte potentielle de la démocratie. Oui, alors, à mon avis, l'OMS va avoir des compétences qui vont leur permettre de exercer ces pouvoirs d'une manière. C'est pas nécessaire que ça va être le cas, mais si on regarde les derniers 3 ans, on peut un peu apprécier comment ça va continuer. Alors, et même avec des pouvoirs élargis, les pouvoirs d'ignorer les droits humains et la dignité de l'humain, et bien aussi
je n'ai pas encore mentionné, mais dans l'article 3 et annexe 2 de ces régulations, on voit que le pouvoir du directeur général d'annoncer une pandémie, Public Health Emergency of International Concern, ce pouvoir va être élargi. Il aura la capacité, la possibilité de nous mettre dans cette legal status beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps, sans une justification, sans une possibilité de vérification. Il n'y aura plus de checks and balances. Ça, c'est le pouvoir qu'ils vont avoir. Et oui, vous avez absolument raison, s'il va exercer ce pouvoir, la conséquence sera beaucoup plus grave jusqu'à maintenant. Ça veut dire, oui, on va perdre de la qualité de notre démocratie, on va perdre notre checks and balances. Ça veut dire, moi comme avocat, vous comme médecin, vous n'aurez plus la possibilité de vous battre pour vos clients, de gagner de la justice, voilà, d'avoir une procédure de correction, finalement, de correction. Et puis, ça veut dire que tous nos gouvernements vont agir sur la base d'une logique du emergency. Et sur cette logique de emergency, en français, urgence, voilà, tout est possible. Tout est possible. Alors, tout est justifié. Tout peut être justifié. Maître, je vous remercie énormément pour cet entretien. Une des choses que j'ai appris ces derniers temps, ces dernières années, dans la période Covid, c'est que je suis absolument convaincu que la médecine de haute qualité ne peut être que pratiquée lorsqu'il y a la liberté dans un État. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas soutenir les patients dans leur individualité. C'est-à-dire, il faut un contexte étatique qui permet à agir avec souplesse et dans un discours libre avec des pensées autres, et pas que une pensée unique. Ce que je vois effectivement en médecine, on a de plus en plus de guidelines, c'est-à-dire comme ça il faut aller, il n'y a pas d'autres pistes. Et je trouve que je ne suis pas contre tous les guidelines, je pense que ça peut effectivement donner des repères, mais je suis aussi très convaincu que si les guidelines deviennent trop serrés, on n'est plus thérapeutique, on est en train de d'étouffer les médecins dans leur pratique et les entretiens tels qu'aujourd'hui, en 3 langues d'ailleurs, nous aident beaucoup à comprendre ce qui se passe en Suisse, parce que la Suisse, avec votre travail, vous êtes un vrai leader dans votre domaine, beaucoup de gens vous suivent, ils vont espérant mettre en place la même volonté, le même courage et le même effort pour soutenir les gens qui sont dans la souffrance, que ça va aider d'autres à faire un travail similaire, et nous, les médecins aussi, à connaître bien nos droits et nos responsabilités. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous allez encore bien fêter votre anniversaire et j'espère beaucoup qu'on va se revoir. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et c'est une très bonne discussion. Merci beaucoup. Merci, Maître. Merci. Merci.